L'équipe pédagogique AVS, Centre privé des métiers de l'éducation et de la formation à Marrakech, continue son programme d'accompagnement scolaire à distance dans ces conditions exceptionnelles, afin d'éviter au maximum le risque de contamination par le coronavirus, tout en assurant la formation, le soutien et l'orientation des élèves. Ceci leur permettra de s'organiser et de se responsabiliser durant cette période. Apprenez autrement et profitez de ce temps avec vos proches. Nous allons consacrer cette partie du programme à étudier l'orogénèse ou la formation des chaînes de montagne en relation avec la tectonique des plaques. Bien sûr, pour comprendre ces notions, il va falloir réviser des notions préacquises que vous avez pu étudier en huitième. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la tectonique des plaques à travers un ensemble de diapositives qui vont nous rapprocher de cette théorie. Ceci a commencé vers 1910 grâce à Alfred Wegener qui a élaboré la théorie de la dérive continentale. La théorie de la dérive des continents repose sur un ensemble d'arguments. On va commencer d'abord par comprendre les arguments géologiques. Si on compare par exemple les boucliers où ce sont des massifs, ce sont des chaînes de montagnes anciennes qui sont constituées par des roches avec les mêmes déformations tectoniques. Et si on compare ces boucliers dans le continent sud-américain, ça c'est l'Amérique du Sud, et ici c'est l'Afrique, si on compare ces deux continents, on va trouver que ce sont des boucliers qui sont vraiment identiques entre les deux continents. Et ils sont en continuité, surtout si on rapproche les deux continents. Donc cela veut dire ce que les deux continents formaient une seule masse, et c'est une masse qui a été appelée le Gondwana. C'est un continent commun entre l'Afrique et l'Amérique du Sud qu'on appelle Gondwana. Et ça aussi, c'est un argument en faveur de la tectonique des plaques et particulièrement de la dérive des continents. C'est-à-dire que, tout simplement, que l'Afrique et l'Amérique du Sud se sont éloignées l'une de l'autre. C'est-à-dire elles ne sont pas fixes. L'Afrique a migré vers l'Est, l'Amérique du Sud a migré vers l'Ouest. Maintenant, si on compare les continents quant à leur forme littorale, c'est-à-dire la forme des côtes Est Amérique du Sud avec Ouest africaine, on constate que ces côtes sont complémentaires, c'est-à-dire que si l'on rapproche les deux continents l'un avec l'autre, les deux continents s'emboîtent. Ceci est un argument qu'on appelle argument morphologique. D'ailleurs, ça s'applique pour les autres continents, puisque Alfred Wegener a proposé ce qu'on appelle le mégacontinent de Wegener ou la Pangée, là où tous les continents formaient une seule masse gigantesque qu'on appelait la Pangée de Wegener ou Pangéa. Aux arguments précédents s'ajoutent ce qu'on appelle les arguments paléontologiques. En effet, lorsqu'on compare le contenu des fossiles, c'est-à-dire ce sont les restes d'êtres vivants qu'on trouve dans les roches anciennes. On va commencer par exemple par un reptile terrestre qu'on appelle Mésosaurus, ici représenté en brun. Alors le Mésosaurus, c'est un reptile qui a vécu il y a 240 à 250 millions d'années dans les parties sud d'Amérique et sud de l'Afrique. D'ailleurs, si on rapproche les deux continents, on s'aperçoit que c'est une aire de répartition continue entre les deux continents. Au même titre que ce reptile représenté en vert qu'on appelle Cynognathus. Alors ce reptile terrestre, il a vécu dans cette partie médiane de l'Amérique du Sud avec l'Afrique. Si on rapproche également les deux continents, on s'aperçoit que c'est une aire de répartition continue entre ces deux parties du monde et il a vécu pendant la même époque de celle où a vécu le Mésosaurus. Au même titre que l'Istrosaurus, ce reptile terrestre représenté en mauve. Alors ce dernier, il a vécu au niveau de la partie sud de l'Afrique, il a vécu en Inde, le nord de l'Inde, et en Australie.
en la partie médiane de l'Australie. Et si on rapproche les trois continents, on s'aperçoit que c'est une aire de répartition continue entre les trois continents. Alors le dernier exemple qui reste, c'est celui d'un fossile sous forme d'une plante qu'on appelle Glossopteris. On remarque que cette plante avait une aire de répartition étendue dans tous les continents, en passant de l'Amérique du Sud à l'Afrique, à l'Inde, à l'Australie et même au niveau de l'Antarctique, en passant par l'Antarctique, c'est-à-dire au pôle sud. Alors si on rassemble tous ces continents, on s'aperçoit que tous ces fossiles ayant survécu il y a 240 à 250 millions d'années formaient des aires de répartition continue dans ces continents, mais à condition que ces continents soient soudés. Donc cela veut dire qu'il y a 240 ou 250 millions d'années, il n'y avait pas des océans entre ces continents, c'est-à-dire il y avait une seule masse continentale et ces continents ont dérivé les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire ils se sont éloignés. Et là, on va parler d'une autre notion, c'est l'expansion des océans. Il ne peut pas y avoir une dérive de deux continents s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'expansion océanique. Alors si je prends l'exemple de l'Afrique avec l'Amérique du Sud, l'Afrique s'est éloignée de l'Amérique du Sud et c'est l'océan Atlantique qui est né et qui a subi une expansion, c'est-à-dire il s'est élargi, il a augmenté de profondeur et ceci s'ajoute à la théorie de la dérive des continents. Donc, tectonique des plaques veut dire expansion océanique et dérive continentale. Maintenant, on va entamer la composition interne du globe. On va commencer de la surface du globe vers la profondeur. La partie superficielle s'appelle la croûte. Cette partie superficielle, la croûte, est subdivisée en deux parties, c'est-à-dire il y a deux types de croûtes. Selon leur densité, si je commence vers la droite, c'est une croûte moins dense, de densité 2,6. Elle est plus épaisse au niveau des continents, donc il y a une épaisseur importante. Et elle est essentiellement formée de roches granitiques. Et c'est la partie représentée en rose dans ce schéma. Vers la partie gauche, la partie représentée en bleu, c'est une croûte plus dense, de densité 3,2 et moins épaisse, et elle est formée de roches riches en basalte et gabbro, essentiellement. Bien sûr, il y a d'autres roches, mais essentiellement, on va trouver du basalte et du gabbro, et ces roches constituent ce qu'on appelle la croûte océanique. Donc, la croûte terrestre est essentiellement une croûte continentale, plus épaisse, moins dense, et une croûte océanique, moins épaisse et plus dense. Sous les deux croûtes, on trouve une discontinuité, c'est-à-dire une zone où les ondes sismiques changent de vitesse. Sous les deux croûtes, on trouve le Moho ou la discontinuité de Mohorovičić. Le Moho, tout simplement. Maintenant, sous les deux croûtes, océanique et continentale, on va trouver le manteau. Le manteau est subdivisé en trois sous-couches. Le manteau supérieur est constitué de deux parties. Partie supérieure du manteau supérieur qui constitue avec les deux croûtes la lithosphère. La lithosphère, donc, c'est un bloc de roche rigide, cassante, et donc ce sont des roches qui ne sont pas ductiles, c'est-à-dire ils ont la même caractéristique que la croûte. C'est une partie du globe terrestre qui peut être ou bien océanique, la lithosphère océanique. Donc, lithosphère océanique, c'est croûte océanique plus partie supérieure du manteau supérieur, alors que lithosphère continentale, c'est la croûte continentale plus partie supérieure du manteau supérieur. La lithosphère se situe à une profondeur de 70 km sous les océans et 150 km sous les continents, c'est-à-dire l'épaisseur de la lithosphère dépend de la croûte. Maintenant, sous la lithosphère, on trouve le manteau moyen, qui est la partie inférieure du manteau supérieur, c'est la sténosphère. À ce niveau-là,
la profondeur va varier entre 70 km et 700 km sous les océans, 150 km et 700 km sous les continents. Sous le manteau supérieur, je veux dire sous la partie inférieure du manteau supérieur ou la sténosphère, on va trouver le manteau inférieur ou le mésosphère. Que ce soit la partie supérieure du manteau supérieur ou la sténosphère ou le mésosphère, c'est-à-dire le manteau profond ou manteau inférieur, tous ces niveaux du manteau sont formés d'une roche mantélique appelée péridotite. C'est une roche riche en fer et magnésium, sauf avec des caractéristiques physiques qui sont un peu différentes. Par exemple, la péridotite de la lithosphère, c'est-à-dire la péridotite de la partie supérieure du manteau supérieur, elle est rigide et cassante, alors que la péridotite de la sténosphère et du manteau profond sont ductiles. Maintenant, la troisième couche la plus profonde du globe terrestre, c'est le noyau. Le noyau est subdivisé en deux parties. Alors avant de parler de ces subdivisions, il faut dire que le noyau est formé de nickel et de fer. C'est une partie de très haute densité. Donc la densité, ça dépasse 9,5 à partir du noyau externe. Donc je veux dire, la partie superficielle du noyau s'appelle le noyau externe. C'est une partie liquide, ici représentée en jaune, alors que la partie centrale du noyau ou le noyau interne, c'est une partie solide, c'est-à-dire l'état physique est solide, de densité très importante qui atteint 12. Dans cette diapo, nous allons parler de la répartition des volcans et des séismes. En effet, ce planisphère montre au niveau de la surface du globe terrestre une activité géologique importante sous forme de séismes et de volcans. Si on prend par exemple au milieu des océans, comme l'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique, l'océan Indien à l'est de l'Afrique et l'océan Pacifique à l'ouest de l'Amérique du Sud. L'océan Pacifique en général à l'ouest de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Ces trois océans présentent au milieu un alignement de points rouges et verts qui représentent des activités sismiques et volcaniques. En effet, au milieu de chaque océan, on trouve une dorsale médio-océanique caractérisée par cette activité volcanique et sismique. Les dorsales médio-océaniques sont des zones au milieu des océans caractérisées par des reliefs qui atteignent 2000 mètres d'altitude. Et ce sont des parties où il y a une activité sismique qui témoigne d'un éloignement des lithosphères les unes des autres. Par exemple, si je prends le cas de la dorsale médio-atlantique, c'est une partie du globe où la lithosphère océanique liée au continent sud-américain s'éloigne de la lithosphère océanique liée au continent africain. Donc c'est une zone qu'on appelle une zone de divergence. C'est le même cas de la dorsale médio-pacifique et de la dorsale qui se situe au milieu de l'océan Indien. Si on résume cette partie-là, on va dire qu'au niveau de toutes les dorsales médio-océaniques, il y a un mouvement de divergence, c'est-à-dire c'est un endroit de la planète où les lithosphères s'éloignent les unes des autres. Par contre, si on observe les points bleus et les points noirs, les points bleus et les points noirs, ce sont aussi des activités sismiques et volcaniques, mais ce sont des endroits où les lithosphères se rapprochent les unes des autres. Je vais prendre des exemples. Par exemple, si j'observe l'Amérique du Sud avec la partie est du Pacifique, on constate que la lithosphère océanique de Nazca, à l'est du Pacifique, se rapproche de la lithosphère continentale de l'Amérique du Sud. C'est une zone où les deux lithosphères se rapprochent
on appelle ces zones des zones de convergence. Donc là où deux lithosphères se rapprochent, là où deux lithosphères se confrontent, ça s'appelle une zone de convergence. On va prendre un autre exemple. Si on prend l'Inde avec l'Eurasie, l'Inde en convergence avec l'Eurasie, ça constitue une zone où deux lithosphères continentales se rapprochent l'une de l'autre. Le troisième cas qui reste, c'est lorsque la partie ouest de l'océan Pacifique se rapproche de l'Eurasie pour constituer un ensemble d'îles volcaniques qu'on appelle les arcs insulaires. Donc c'est une zone où deux lithosphères océaniques convergent. Donc si on résume toutes ces zones de convergence, on va constater la présence de trois types de zones de convergence. La convergence, c'est lorsque deux lithosphères se rapprochent, deux croûtes se rapprochent. Donc il y a trois types de convergence. Là où une lithosphère océanique se rapproche d'une lithosphère continentale, une lithosphère océanique se rapproche d'une lithosphère océanique et une lithosphère continentale se rapproche d'une lithosphère continentale. Alors, les zones de convergence et les zones de divergence sont ce qu'on appelle les limites des plaques lithosphériques. Donc, les plaques lithosphériques sont des parties stables du globe terrestre délimitées par des marges actives qui sont des zones de convergence et des zones de divergence. On va approfondir la notion de plaque dans la diapo suivante. Dans cette diapo, on voit parfaitement que les zones de divergence sont représentées en bleu et les zones de convergence sont représentées en rouge. Les zones de divergence et les zones de convergence constituent des marges actives et qui constituent les limites des plaques lithosphériques. Et là, on va définir ce qu'est une plaque lithosphérique. Une plaque lithosphérique, c'est une partie stable rigide de la lithosphère comprise entre deux marges actives, dont l'une appartient à une zone de convergence et l'autre appartient à une zone de divergence. Si je prends des exemples pour illustrer cette définition, je prends par exemple la plaque de l'Amérique du Sud. La plaque de l'Amérique du Sud est constituée du continent Amérique du Sud avec la partie est, je veux dire la partie ouest de l'Atlantique, c'est-à-dire c'est une plaque où il y a deux lithosphères, donc c'est une plaque mixte. Donc les plaques, il y en a celles qui sont mixtes et il y a au contraire celles qui sont homogènes comme celle du Nazca par exemple à l'est du Pacifique. Cette plaque de Nazca, elle se situe entre une zone de divergence qui est la dorsale médio-pacifique et une zone de convergence qui est située à l'ouest de l'Amérique du Sud. Donc, cette plaque, elle est uniquement océanique. Et donc, si je veux classer les plaques, il y en a celles qui sont ou bien mixtes, c'est-à-dire constituées d'une lithosphère océanique plus une lithosphère continentale, et les autres qui sont uniquement océaniques.